Aujourd'hui, on est le 31 août 2021 et là aussi, en fait, on est dans une période où on pourrait faire beaucoup de bonds en arrière. On pourrait retourner il y a un siècle. Parce qu'il y a précisément 101 ans, à New York, à Harlem, Marcus Garvey clôturait la première convention des peuples nègres du monde entier, avec une déclaration, avec le chant de l'hymne universel éthiopien, avec la validation des trois couleurs rouge, vert, noir, le drapeau de libération du continent africain, le noir pour la race, le rouge pour le sang, le vert pour l'espoir. Et à cette époque-là, je pense que nos ancêtres n'imaginaient pas qu'un siècle plus tard, on serait en train de revivre le même type de situation que eux ont vécu il y a un peu plus de 100 ans. Pourquoi un peu plus de 100 ans? Parce que l'année dernière, en même temps que le Covid, il y a eu l'affaire George Floyd. Et lorsqu'on remonte un siècle en amont, non pas en 1920 mais en 1919, l'été 1919 a été aux États-Unis l'année zénith du lynchage. Il n'y a jamais eu autant de lynchage aux États-Unis qu'en 1919. Et dans ce contexte, un homme, entouré de plusieurs autres hommes et femmes, Marcus Garvey, a décidé d'organiser le peuple noir, notamment aux États-Unis, notamment dans le quartier de Harlem, en créant une organisation, l'UNIA. Et cette question de l'organisation, elle est fondamentale, parce que ce que Garvey va créer, ce n'est pas juste une organisation, c'est vraiment une usine de la réalité sociale noire aux États-Unis et dans le monde entier. Et c'est ça, en fait, la philosophie de Marcus Garvey. Une usine de la réalité sociale des Noirs à travers le monde, que lui-même a expérimenté en étant autodidacte, apprenti, imprimeur, en cassant une grève en Jamaïque et en voyageant ensuite partout en Amérique centrale et en Amérique latine et en voyant la condition des Noirs dans tous les lieux où il passait. Et quand il arrive en Europe, en Angleterre, parce que c'est quelqu'un qui est fier de lui, parce que c'est quelqu'un qui estime que l'on soit riche ou pauvre, il faut être propre sur soi, il faut être bien habillé, il faut être digne. Et rien que du fait de bien s'habiller, d'être digne, était vu comme un prince quand il marchait dans les rues de Londres, de Paris ou de Rome à cette époque-là. Et donc Garvey va vraiment incarner toute une expérience, tout un parcours extrêmement important à cette époque-là. On s'appuie notamment sur la notion de fierté et sur la notion de nationalisme. Fierté noire, nationalisme africain. Adapté aux Noirs des États-Unis qui sortaient en 1919 de l'année zénith de lynchage dans ce qui était leur pays mais qui est en réalité leur enfer. C'est donc dans le cadre de cette convention qui a duré tout le mois d'août 1920 que Marcus Garvey et plusieurs milliers de délégués vont organiser des parades, c'est-à-dire des manifestations dans la rue, pour notamment s'opposer au Ku Klux Klan, qui à la même époque défilait devant le Capitole des États-Unis d'Amérique, pour revendiquer également une présence politique et physique. Physique parce que Marcus Garvey, à partir de 1919, va revendiquer pour l'UNIA jusqu'à 6 millions de membres dans le monde. Et jusqu'à présent, aucune organisation n'a pu revendiquer autant de membres dans le cadre de ce type de combat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision de Garvey était aussi une vision qui était de dire que notre force, c'est notre monde. Et ce slogan, notre force, c'est notre monde, c'est exactement ce que vous retrouvez en octobre 2014, quand vous avez le peuple burkinabé qui se soulève pour chasser Blaise Compaoré. C'était l'un des mots d'ordre du ballet citoyen et des nombreux autres mouvements sociaux qui sortaient pour s'opposer à l'impérialisme français au Burkina Faso et pour dégager l'un des pires valets de l'histoire, l'un des pires poètes de l'histoire, celui qui a incarné et fait assassiner Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Notre force, c'est notre monde. Donc on voit bien comment ce que Garvey a posé lors de ce mois d'août 1920 a voyagé dans l'espace, a voyagé dans l'histoire et continue encore aujourd'hui de nous animer. Un autre élément important, c'est qu'en 1920-1919, on est juste après la Première Guerre mondiale. Et celui qu'on présente comme le rival de Garvey, mais qui est en réalité complémentaire, qui s'appelait William Du Bois,
qui lui n'était pas issu du peuple jamaïcain, mais qui était issu de la classe moyenne, entre guillemets mulâtre, une sorte d'élite, donc qui va représenter cette élite du panafricanisme, disait au sujet des soldats noirs américains qui revenaient de la Première Guerre mondiale, donc ces soldats noirs qui ont sauvé la démocratie en France, en Europe, etc. Bien, Dubois disait, nous revenons de guerre, nous rentrons en guerre. Pourquoi? Parce que les Noirs étaient en guerre dans leur propre pays contre ce système-là. Et Garvey, lui, l'avait parfaitement compris. Il avait compris qu'il fallait s'organiser, non pas dans la notion d'un compromis, mais dans la notion de ce que va être l'UNIA, c'est-à-dire un mouvement anti-suprémaciste, anti-suprématie blanche. C'est quelque chose qui est très important, parce qu'il va y avoir ensuite beaucoup, je dirais, de raccourcis, on va dire, oui, Garvey a travaillé avec le Ku Klux Klan, etc., tout ça, mais c'est plus compliqué que ça. La position de Garvey, c'était de dire que, en gros, aucun noir n'est assez bon pour diriger des blancs, et aucun blanc n'est assez bon pour diriger des noirs, dans le sens que aucune race n'est supérieure ou inférieure à une autre. C'est ça le mot d'ordre de Garvey dans la totalité de son anti-suprématie blanche, qui a été renversé par les détracteurs de Garvey comme étant un raciste, un suprémaciste, etc. Aucun noir n'est assez bon pour diriger des blancs, aucun blanc n'est assez bon pour diriger des noirs, parce qu'aucune des races, entre guillemets, n'est supérieure ou inférieure à une autre. Alors ceux qui connaissent leur histoire savent que ce type de phrase va se retrouver en 1936 dans le discours de Haïlé Sélassie. Lorsque l'Éthiopie est attaquée, qu'il va à Genève, qu'il fait ce discours que Bob Marley reprendra dans la chanson War. C'est exactement la phrase de Garvey par rapport à la question de l'anti-suprématie blanche. Un autre élément important, c'est que le mouvement de Garvey, c'est aussi un mouvement anti-impérialiste. Et aussi, c'est très important parce que son organisation, donc l'Universal Negro Improvement Association, African Communities League, donc Ligue des communautés africaines, Association universelle pour l'émancipation des nègres, est créée aussi en opposition au système impérialiste blanc occidental qui repose à l'époque sur la Société des Nations, qui est l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Et donc Garvey avait compris que les Noirs, dans tous les États occidentaux du monde où ils se trouvaient, ne pouvaient jamais espérer obtenir justice tant qu'ils constituaient une minorité isolée et dispersée, et qu'il leur fallait donc se réunir et se regrouper. Et c'est ce type de discours que comprendra plus tard, notamment Kwame Nkrumah, mais surtout Malcolm X, quand Malcolm X, dont le père était évidemment garvéiste, créera l'organisation de l'unité afro-américaine juste avant d'être assassiné, et c'est à cause de cette organisation de l'unité afro-américaine que Malcolm X a été assassiné. Parce qu'il était dans l'idée de réunir tous les Noirs du monde occidental dans une seule et unique organisation. Et donc de reprendre en fait le projet de Garvey, mais de manière, je dirais, moins utopiste, de manière plus réaliste, de manière plus pragmatique. Et donc, l'UNIA de Garvey s'inscrit vraiment dans l'idée que, dans la continuité d'un certain nombre de personnes sur lesquelles aussi il faut dire quelques mots. L'un d'eux, c'est Edward Blyden, qui est un Caribéen, qui part s'installer au Libéria, qui développe des écoles, etc. Et qui partait déjà de l'idée qu'il vaut mieux retourner en Afrique, apprendre les Africains et construire avec les Africains, parce qu'à l'origine, nous sommes des Africains, même si nous avons été déportés. Donc ça rejoint également l'une des réflexions de Malcolm X. Et aussi d'un autre Caribéen. Et là aussi, c'est le moment de dire que la Caraïbe a énormément apporté au panafricanisme. Le panafricanisme est né dans la Caraïbe. Et là, un personnage originel, puisque lui est originaire du lieu de naissance du panafricanisme, Haïti, qui s'appelle Benito Sylvain. Et Benito Sylvain, c'est un journaliste, c'est un diplomate, c'est un écrivain, qui après la victoire de Ménélique II contre l'Italie à la bataille d'Adwa en 1896, va faire le voyage jusqu'à Addis Abeba. Il va rencontrer l'empereur Ménélique II, et Ménélique II va le nommer aide-de-camp. C'est l'époque où beaucoup de Caribéens partaient déjà en Éthiopie. Où on partait avant même que Garvey dise qu'il faut faire le Back to Africa. Ils partaient déjà en Afrique. Et Benito Sylvain va être nommé aide-de-camp, donc assistant militaire, et représentant
de Bénédicte II lors de la conférence panafricaine de Londres en 1900. Et lors de cette conférence, Benito Sylvain va représenter et Haïti, qui est son pays, et l'Éthiopie, puisque Bénédicte II lui avait donné un mandat. Et donc l'axe qui se forme à ce moment à travers la figure de Benito Sylvain, entre Haïti et l'Éthiopie, c'est l'axe fort du panafricanisme. C'est autour de cet axe-là que devait se construire en réalité l'unité africaine, parce que ce que Benito Sylvain demande à Haïti et à l'Éthiopie, c'est d'être les boucliers et l'épée des Noirs du monde entier. En disant il faut que vous vous associez pour prendre la défense des Noirs du monde entier, parce que vous êtes les deux seuls États, avec le Libéria, réellement indépendants, et on est dans un monde qui fonctionne sur les rapports de force entre États. Et donc tant que nous sommes colonisés, nous n'avons pas d'État, nous ne pouvons que nous regrouper derrière des États qui incarnent le respect, et qui incarnent ce respect parce qu'ils ont été forts, parce qu'on est dans un monde où il n'y a que la puissance qui respecte la puissance. Parce que Haïti a largement écrasé l'armée la plus puissante de l'histoire de France, qui était celle de Napoléon, à la bataille de Vertières, et a arraché son indépendance à ce moment-là. En Haïti, donc on va dire à l'extérieur, mais qu'on a fait chez nous, parce que Haïti c'est l'Afrique. Et de l'autre côté, l'Éthiopie a vaincu la plus puissante armée européenne qui a osé mettre le pied sur le sol africain, l'armée italienne, lors de la bataille d'Adwa en 1896. Et donc Benito Sylvain voulait en fait construire cette unité autour de ces deux pays, et donc faire de Haïti et de l'Éthiopie cet axe fort. Au même moment, en 1896, on a, derrière l'expérience de Benito Sylvain, derrière le fait que de nombreux Haïtiens sont présents déjà à New York, on a aussi une connexion qui se fait autour d'un mouvement religieux qui s'appelle l'éthiopianisme. C'est un mouvement qui explique en réalité que le peuple élu, le véritable peuple dans la Bible, c'est le peuple noir, et que l'Éthiopie est le véritable Israël. C'est la terre promise, c'est la terre de rédemption. Puisque toutes les références qu'on trouve dans la Bible, notamment protestantes, font référence à des réalités qui en réalité n'existent qu'en Afrique. Et donc, cet éthiopianisme, ce courant religieux que certains disent utopique, luminariste, etc., va nourrir aussi un certain nombre d'églises. Et donc, lorsque vous allez aux États-Unis, les plus puissantes églises noires, en dehors des églises protestantes récentes comme Bethel, ce sont des églises dites abyssiniennes, orthodoxes abyssiniennes, avec des figures politiques comme la dynastie des Clayton Powell, seigneurs juniors, qui ont représenté Harlem au niveau du Congrès américain. Et donc, beaucoup de Noirs américains qui vont prier dans ces églises commencent à faire la connexion entre le religieux et le politique. Ils commencent à nourrir l'idée que cette fameuse terre promise, elle existe d'un point de vue politique. Et c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui incarne en réalité la souveraineté de l'ensemble du continent africain. Et donc on voit ce mouvement qui naît, qui se développe, qui inspire dans les années 10-20 beaucoup d'écrivains, d'artistes, de poètes qui vont fonder la Harlem Renaissance et qui vont construire en réalité le terrain culturel dans lequel Marcus Garvey va se poser comme une cerise sur un gâteau. Et c'est ça justement qui est extrêmement intéressant lorsque l'on parle d'usine de la réalité sociale en parlant de lumière. Puisque lumière va encore plus impulser et stimuler l'imaginaire des Noirs des États-Unis en le tournant réellement de plus en plus vers l'Afrique, et en même temps, lumière va donner l'infrastructure de ce que doit être un État en encourageant le commerce, en encourageant l'industrie. Donc il y avait déjà dans la vision de Garvey l'idée d'une Afrique industrialisée, d'une Afrique puissante, d'une Afrique militarisée, d'une Afrique respectée et d'une Afrique émancipée. Et l'un des éléments que l'on retrouve régulièrement dans les discours de Garvey, c'est ce mot rise, rise, rise. Il faut s'élever, 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 s'élever et ne jamais arrêter de s'élever. Et donc c'est un discours qui est profondément volontariste, c'est un discours qui parle à toute une jeunesse, et c'est un discours qui appelle également à s'élever du point de vue, je dirais, géographique, et donc prendre ce que l'on peut prendre de Marcus Garvey et aller l'essaimer un peu partout dans le monde. Et Garvey va arriver, je suis originaire du Bénin, Marcus Garvey va arriver dans notre pays, à travers des figures comme Kojo Tovalouénou, qui vivait ici en France il y a 100 ans, à Paris, qui était plutôt un dandy, un de ces aliénés, voilà, qui avait un nom totalement occidental.
et qui un jour va expérimenter ici en France le racisme. Il veut aller dans un bar à Montmartre, il y a des touristes américains qui disent « mais ce noir, mettez-les dehors, chez nous les noirs ne rentrent pas dans les bars ». Les serveurs s'exécutent et donc Kojo Tuvalumelu, qui appartenait à cette petite bourgeoisie noire, plus ou moins guillemets, plus ou moins française, comprend qu'en réalité il n'est rien du tout. Et donc il se tourne vers les idées de Marcus Garvey et il va se rendre à l'une des conventions suivantes de l'UNIA, celle de 1924 ou de 1923, je ne sais plus exactement, au retour de laquelle en réalité il sera considéré comme la première véritable menace noire sur le sol français.